C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Sens, à vous de jouer! Bienvenue dans la Brigade! Salut tout le monde et bienvenue dans la Brigade, épisode numéro 11. Mon nom est Philippe Villeneuve en remplacement de Jean-Philippe Forgue qui sera absent jusqu'aux fêtes en raison de la venue de son petit garçon. Avec moi aujourd'hui, Jean-Philippe Fortin et Pascal Villeneuve. Aujourd'hui, dans la mise au jeu, on reçoit notre collaborateur Jean-François Demers avec qui nous allons discuter de sa chronique L'étoile, la surprise et le joueur discret du côté des sénateurs d'Ottawa jusqu'à maintenant après 16 parties. Plus tard, on reçoit Nicolas Saint-Pierre avec qui nous allons discuter du passé et faire un retour en détail sur l'histoire de Daniel Alfredsson avec l'organisation. Qui dit 11e épisode dit le numéro 11, Alfie. Pour l'instant, je me tourne vers mon co-animateur Jean-Philippe Fortin. JP, il se passe quoi dans le warm-up aujourd'hui? Yes, salut les boys, ça va bien? Alfie. Aujourd'hui dans le warm-up, enfin, on peut tourner la page de l'éclosion de la COVID-19 avec les sénateurs d'Ottawa. Au moment où on se parle, on est le 23 novembre et 8 joueurs ont retrouvé leur poste régulier dans la formation hier durant le match contre l'Avalanche du Colorado. Donc, toute bonne chose à une fin, mais là, c'était le temps que ça finisse. Lassie Thompson semble avoir gagné son pari. Pour lui qui a récolté son premier point en carrière contre l'Avalanche du Colorado, et notre collaborateur Phil avait vu juste à son égard, lui qui avait dit que Lassie Thompson avait très bien paru, puis ce serait la solution pour améliorer la défensive des Sens. La retraite pour le numéro 2, l'ancien numéro 2 de l'organisation, Dion Phaneuf, lui qui a très bien fait lors de son passage avec les Sens, surtout en série éliminatoire, qui avait une très grosse responsabilité en 2017. Au moment où on se parle, les sénateurs se retrouvent 32e et au dernier rang de la Ligue nationale de hockey. Bon, on a-tu d'autres choses à dire là par rapport à ça? On dirait que c'est un éternel recommencement. L'équipe féminine nationale canadienne passera la semaine à Ottawa. Pourquoi? Parce que dès ce soir, le 23 novembre, ils jouent de leur série rivalité contre les Américaines au TD Place Arena. Si vous êtes parmi les heureux qui s'est trouvé des billets, vous êtes très chanceux parce que ça a l'air que les billets se sont partis assez rapidement. De ce fait, il y a un excellent article de Sylvain Saint-Laurent du journal Le Droit qui a fait l'entrevue avec la gardienne Anne-Renée Desbiens. Là, c'est à voir. Vous pourrez aller lire ça sur Le Droit. Et dernièrement, on a appris le dévoilement du chandail d'Équipe Canada aux Jeux Olympiques et ils sont magnifiques. Si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir ça, allez voir ça sur les réseaux sociaux. Les boys, qu'est-ce que vous pensez de ces sujets? Ben, je pense que tu me demandais qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le fait que les Sens sont 32e. Je pense qu'on peut dire qu'ils ont joué moins de matchs que les autres. Si on veut retrouver un petit côté positif, là, on a beaucoup de matchs en main, disons-le comme ça. Ceux qui tiennent le compte là, pour notre pari qu'on a pris avec le podcast La Source du hockey des Canadiens, je pense qu'on était un peu plus proche dans la course que eux le croyaient quand on a pris le pari. Mais disons qu'on regarde ça d'un œil attentif. Il faut remonter dans cette course-là. Pari qu'on a pris, mais pas en pensant que une ou deux équipes allaient être 6e puis 7e. C'est ça, exact. Ouais. Les boys, qu'est-ce que vous pensez des nouveaux chandails de Team Canada? J'aime beaucoup le design. Je pense que ça fait assez différent des autres années. Les couleurs sont magnifiques. J'aime beaucoup le rouge, j'aime beaucoup le blanc. Le noir, c'est pas mon préféré, mais je pense qu'une fois qu'ils vont être sur la glace, ça va être beaucoup mieux. Dans l'ensemble, très beaux uniformes. Bien d'accord avec toi. Moi aussi, là, j'ai un gros coup de cœur pour le rouge. Là. Si vous avez, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir ces chandails-là, ou vous en procurez un, allez-y pour encourager notre équipe en février prochain. Les boys, je veux vous entendre sur la retraite de Dion Phaneuf. Avez-vous apprécié son passage avec les sénateurs? Disons que son arrivée avec les sénateurs, veut pas, c'était quelque chose. Hein? Quand c'est arrivé à aller chercher le gros défenseur, capitaine des Maple Leafs, on le ramène à Ottawa. Ça faisait pas l'unanimité, mais pas du tout quand on est allé le chercher. Je pense qu'on en garde un bon souvenir tout le monde, là, mais des fois, il faut se rappeler dans quel état d'esprit qu'on était. Je pense pas qu'on l'accueillait à bras ouverts. On pensait qu'il était fini. Même quand on s'amusait un peu à rire de lui à Toronto, on disait qu'il était rendu un cône où il était définitivement dans un marché où il y avait beaucoup trop de pression, puis on y avait mis beaucoup trop de responsabilités pour où est-ce qu'il en était rendu dans sa carrière tant qu'à moi. Mais sinon,
aussitôt qu'il est arrivé à Ottawa, on s'est mis à entendre des brides de comment est-ce qu'il était avec les joueurs, comment est-ce qu'il était dans la chambre, comment est-ce qu'il était un bon vétéran. Fait que ça a été un super beau passage, le temps qu'à moi, puis couronné par son but dans les playoffs de 2017 contre, je crois que c'était contre Boston en prolongation, tir de la ligne bleue où il saute dans les airs après. C'était magnifique. La question, c'est il avait pas déjà pris sa retraite? quand la nouvelle est sortie, je pense que tout le monde se posait un peu la question. Je savais qu'il jouait plus, je pensais qu'il avait pris sa retraite. Fait que, en tout cas, ça m'a pris par surprise. Pour ceux qui voudraient le savoir, je vous fais l'historique de cette transaction-là. Maintenant, 5 ans après la transaction de Pierre Dorion. Donc, les Sens avaient obtenu, avec Dion Phaneuf, Matt Frattin, Casey Bailey, Ryan Rupert et le défenseur Cody Donaghey. En retour, les livres, le magnifique défenseur Jared Cohen, l'attaquant Colin Greening, oui, l'attaquant Milan Mihalek, l'attaquant Tobias Lindberg et un choix de 2e tour en 2017. C'était une transaction en 9 joueurs. Moi, j'avais été très déçu de cette transaction-là parce que j'aimais donc Milan Mihalek. Hein? Ah ouais, j'adorais. Ouais. Peut-être parce que j'étais un gros fan de Danny Clay, puis c'est le joueur qu'on avait obtenu dans la transaction de Danny Clay. Fait que là, j'avais un parti mieux performé que Danny Clay dans les années après cet échange-là. Ouais. Puis c'est son genou, une blessure au genou récurrente qui a un peu mis fin à sa carrière à Mihalek. Mais chic type. Puis tu vois, on se rappelle dans des gros blockbuster trades comme ça, on se rappelait juste de Dion Phaneuf là, dans l'équation. Fallu aller lire pour réentendre les quelques noms qu'on n'a jamais réentendus par la suite. Non. Puis Cowan, bien évidemment, si on s'en rappelle, puis Mihalek aussi. Là. Mais c'est pas toujours une mauvaise chose d'échanger avec les Leafs. Si on se rappelle de l'échange Ben Harper et Cody Ceci contre Connor Brown et Nikita Zaitsev, je pense qu'on a gagné cet échange-là. Je pense que ça a l'air bon pour nous autres en ce moment. Ouais. C'est un beau Mais là, vol. pour continuer justement sur le sujet des défenseurs, Lassie Thompson, il me fait très bien paraître après toutes les belles choses que j'ai dit sur lui puis comment ça allait être la solution sur la mauvaise situation défensive des Sénateurs. Il y a à peu près, je pense qu'il y a une moyenne de 19 minutes de jeu par match, donc DJ Smith lui fait confiance et il donne un rôle assez haut notamment de jouer avec Thomas Chabot. Il a pas peur de le mettre sur la glace et avec raison selon moi. Il fait aucune erreur défensivement. Je pense que justement on l'a vu dans un de ses matchs, lui qui a joué 0 match, Del Zotto qui en a joué 750, c'est lui qui sauvait Del Zotto après qu'il fasse une erreur. Fait qu'il a de l'air d'un joueur d'expérience, puis depuis que j'ai parlé de lui, il a fait son premier point. On pensait qu'il avait fait son premier but, mais finalement, ça avait touché quelques centimètres. Ça a passé à quelques centimètres, puis ça a touché Zach Sanford. Sanford, l'égoïste, il a volé un but. Mais ce que je trouve beau de ça, justement, il a eu la confiance de prendre son tir de la ligne bleue. Fait qu'en ce moment, j'ai rien de négatif à dire sur Lassie Thompson. Je suis très fier de ce que j'ai dit sur lui. On dirait presque que DJ lui donne assez de cordes pour se pendre quasiment. Là. Il l'utilise assez, puis il laisse assez de temps de jeu, pas en espérant qu'il se plante, mais il y a toutes les occasions du monde de se planter puis de retourner à Belleville. Puis au contraire, il a mis son pied dans la porte, puis pour l'instant, là, c'est clair, lui, il dit « Moi, je reste ici ». Exactement. C'est quelque chose que je veux pas qu'il arrive. Je veux pas que s'il fait une erreur, DJ le descend dans le line-up ou il donne moins de temps de jeu. Je veux que s'il fasse une erreur, DJ dise retourne sa glace, reprends-toi, puis comme ça, il va garder sa confiance parce que un joueur qui perd la confiance de son entraîneur, il perd sa confiance à lui sur la glace. Restez à l'écoute. Dans un instant, on reçoit notre collaborateur Jean-François Demers. Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous! Pour le deuxième segment de l'épisode, on reçoit un collaborateur de la brigade tout droit du Bas-Saint-Laurent. Jean-François Demers est avec nous. Comment ça va, JF? Ça va bien, vous autres, les boys? Aujourd'hui, tu nous rejoins pour nous faire ton segment sur l'étoile, la surprise et le joueur plus discret des Sens. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi va consister ta chronique aujourd'hui? Oui, dans le fond, le joueur étoile, ça serait le meilleur joueur des Sénateurs depuis le début de la saison. Ensuite, le joueur surprise, c'est le joueur, dans le fond, qui sort un peu de l'éclat. C'est le gars qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il joue au niveau qu'il joue présentement. Puis, il y a le joueur discret. Le joueur discret, c'est
un joueur qui est dans une mauvaise passe ou qui joue vraiment sous son potentiel. Je vais vous commencer ça avec le plus facile. Parce que, d'après moi, celle-là, c'était même pas une question. Un choix évident. C'est un choix évident. Dans le fond, c'est Drake Batherson. Drake Batherson, c'est le premier pointeur des Sens. Il a 7 buts, 9 passes, ce qui compte à 16 points en 14 parties. Puis j'ai trouvé une petite statistique intéressante par rapport à Drake. L'an passé, en 56 parties, il a lancé 111 fois au filet, ce qui donnait 2 lancés par partie. Il y avait un pourcentage de chance à faire un but de 15,3 %, ce qui est très, très acceptable, en totalisant 17 buts l'année dernière. Cette année, en 14 parties, il y a 42 lancés, ce qui donne une moyenne de 3 lancés par partie, puis un pourcentage de 16,7 % de chance de marquer. Puis juste pour le fun, je veux juste vous entendre, d'après vous autres, Ovechkin, c'est quoi son pourcentage de chance de marquer? Oh! En fonction du nombre de lancers qu'il fait par game, c'est ça? C'est ça. Ben, dans le fond, on va sur ça là, de totalisant de sa carrière, mettons, là, par rapport au but, par rapport au lancer. Là. Oh, c'est une bonne question. Si Drake Batherson est à 16%, c'est ça que tu nous as dit? 16,7 présentement, ouais. 16,7. Je dirais que peut-être que c'est pas évident. Peut-être que Ovechkin est à 18-19? Non, Ovechkin est à 12,8. Mais faut pas oublier que Ovechkin n'a pas qu'elle reste 2 secondes sa palette. Lui, c'est un gars qui s'en débarrasse souvent. Puis, ce que j'ai remarqué aussi, je me suis comme amusé, puis je me suis dit, là, on s'entend que Drake, moi, je l'appelle le Batman. Il peut pas jouer toute la saison. Dû au COVID, là, dans le fond, il va recommencer le 1er décembre. Mais s'il aurait joué la saison complète, combien pensez-vous qu'il ferait de buts s'il continuerait à cette constance-là? Sur 82 matchs, moi, honnêtement, je serais confortable à dire 40-45. Je pense qu'il serait capable de tourner autour de ça. Mais si on se fie à sa performance depuis le début de l'année, là, tu parles si on fait une règle de 3, là, JF? Ouais, mettons, ouais. J'irais plus 40, mettons. Max. Ben, c'est effectivement, c'est 40. Mon point c'est que s'il se met à lancer plus souvent au but, la mathématique est là, si tu lances plus souvent au but, tu vas avoir des meilleures chances. Mais tu sais, Drake est sorti cette saison, à un moment donné, il a fait un but, je me souviens plus c'était contre qui. Puis tu sais, il a démontré de la patience. Tu sais, il est arrivé en avant du but, là, puis il est tiré, puis il est tiré la patte, puis il est tiré, puis à un moment donné, le gardien de but, il était comme genre plus là. Contre Ovechkin, justement. Ah, c'est ça, c'était contre Washington, merci. Dans le fond, tu sais, je pense qu'il démontre que c'est un gars que, dans le fond, que ça va être un joueur phénoménal pour le trio queue de castor. Fait que moi, je m'attends vraiment à ce que ce gars-là continue cette lancée-là. Peut-être bien pas aussi fort que présentement, mais tu sais, ça prend vraiment un joueur pour leader du côté des points, puis c'est lui. Donc, on s'entend pour dire que un marqueur de 40 buts, en 4e ronde, c'est un vol. À 6 millions par année? À 6 millions par année, c'est un vol. Et ouais, c'est un très, très bon choix. Tu sais, je dis pas qu'à toutes les années, il va faire 40 buts, là. Mais tu sais, il y a quoi, Drake? Il a 23 ans? Ouais, il est encore très jeune. C'est ça, fait que tu sais, son potentiel, là, il y en a encore, là. Fait que d'après moi, là, on va avoir vraiment de belles années avec lui. Puis je m'attends à ce qu'il continue sa lancée. Puis bien nourri avec un bon partenaire de trio avec Josh Norris qui est capable de, tu sais, qu'ils ont une bonne chimie ensemble. Fait que ça nous amène à la question, c'est le prochain contrat à signer Norris pour des bonnes raisons, là. Cette année, Batherson a vraiment confiance en son tir et avec raison. Il est extrêmement puissant, extrêmement précis, puis il sait quand le prendre au bon moment. Puis en plus, tu le mets avec un joueur qui est responsable défensivement, un joueur qui est un leader puis qui est plus physique, qui va aller te chercher la puck dans les coins avec Brady Tkachuk. Ça fait un excellent trio, puis je pense que ça a beaucoup contribué en sa bonne performance. Est-ce qu'il pourrait jouer aussi bien avec des gars comme Tim Stützle? On va pas le savoir avant de le voir, mais pour le moment... très content de sa performance, c'est certain. Moi, ce que j'aime de Drake Batherson, c'est que c'est un type sniper, puis il a pas peur d'aller dans les coins quand même, puis de frapper l'adversaire, puis contrairement à ben des types snipers qui jouent en périphérie, puis attendent que le puck arrive sur la palette, puis qu'il décoche des lancers, puis on va marquer, puis je fais ma petite job, puis j'ai mon but, puis je suis bien content. Non, lui, il va dans le trafic, il va frapper l'adversaire, il va récupérer la rondelle en bas de zone,
puis il réussit à marquer des buts. Fait que ça va donner peut-être un joueur très complet. Là. C'est ça, il n'y a pas le profil power forward, mais il donne quand même cette idée-là par moment. Là. C'est un joueur extrêmement dynamique avec beaucoup d'énergie. Notamment, justement, en pré-saison, on l'avait vu. Un match contre les Maple Leafs, il frappait tout ce qui bougeait. Puis je pense que ça continue quand même bien en saison. Il n'a pas peur de frapper, il n'a pas peur d'utiliser sa vitesse. Puis c'est quelque chose que j'adore voir de Batherson. Donc, JF, maintenant, je pense que tu pourrais passer à ta surprise. Ah oui, le joueur surprise, celui-là, j'ai pris un petit peu de temps à y penser. Parce que, tu sais, faut choisir quelqu'un depuis le début de la saison. Je peux pas juste prendre quelqu'un dans les 6 derniers matchs qui a sorti, disons, un petit flair. Moi, j'ai été avec Tyler Ennis. Tyler Ennis, il est arrivé, il avait même pas de contrat. Il s'est battu pour son contrat. Puis, tu sais, je m'attendais pas à ce qu'il soit le Tyler Ennis de l'année 2020. Tu sais, l'année 2020, en 61 matchs, il a fait 33 points. Mais, tu sais, pour lui, je pense que c'est bon parce que, d'une façon, il est capable d'aller chercher son côté offensif, mettons, sur le deuxième power play. Puis, ce que je trouve étrange, c'est que ce gars-là, il a joué avec McDavid. Puis, l'année passée, il a fini avec quoi? Je pense 10 points. Ouais. Tu sais, là, tu te dis qu'il rentre cette année, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va-tu être healthy scratch comme qu'il était à Edmonton? Mais non, pas du tout. On dirait que ce gars-là, DJ Smith, il l'aime pas mal. Il fait confiance. C'est un gars super rapide, puis il a une bonne vision de jeu. Tu sais, il a pas peur d'aller dans un coin. Puis moi, ce que j'aime de lui, c'est que, tu sais, il travaille tout le temps au fond. Tu sais, c'est sûr qu'il y a quelques petites lacunes. Tu sais, je prends l'infériorité numérique, mais tu sais, c'est pas son travail, ça. Moi, il m'a vraiment surpris, puis tu sais, sur le deuxième powerplay, j'ai quand même 1 minute 53 par match. Ouais. D'après moi, c'est plus lui qui méritait parce que je pensais et tout à Sanford. Mais là, hier, en fait, un chapeau, mais tu sais, les 10 premières games, il était où, Sanford? Ouais, exactement. Plus, il tournait en rond à la glace, puis il n'y avait pas personne autour de lui. Là. Fait que, tu sais, s'il peut commencer à se découvrir Sanford, je suis super content. Puis, tu sais, il est rendu à 5 buts. L'année passée, je pense qu'il a fait quoi avec Saint-Louis? 15 buts. Je me trompe pas? Dans ces alentours-là, une dizaine certains. En tout cas, s'il peut se rejoindre là, mais moi, je trouve que le joueur surprise, c'était vraiment Tyler Ennis. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce gars-là prenne possession, mettons, du deuxième powerplay. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Dans toutes les acquisitions de Pierre Dorion là, cet été, je pense que c'est probablement celle-là qui ne veut pas coûter le moins cher, puis celle-là qui a rapporté le plus. Ouais. On ne s'attendait pas nécessairement à ce qu'il soit un marqueur de but, puis en ce moment, en 16 parties, il a présentement 1 but, 8 passes. Il a été un bon playmaker. Il est capable de créer des jeux, de faire des super belles passes dans zone offensive et en transition. Moi et mon père, on s'en parle à chaque match, comment qu'il tourne. Il aime ça, faire des 360 avec la puck, puis il a pas peur de les faire pour déjouer les joueurs, puis après ça, explorer ses options de passe. Fait que je pense qu'il a beaucoup contribué à le succès offensif de cette équipe-là. Moi, je disais à Philippe, il me fait penser à Denis Savard, mais Philippe, il sait pas de qui je parle. Aucune idée. Moi, ce que j'ai dit hors enregistrement, tantôt à Philippe et Pascal, de Tyler Ennis, c'est que je le trouve, c'est pas une piste comme à la Brad Marchand, mais c'était une tache, une vraie tache sur la glace, dans le sens que il est tout petit, il va donner tout le temps le deuxième effort, il rentre, quand il met de la pression en zone offensive, il rentre dans les défenseurs, ben beau mesurer 6 pieds 5, 6 pieds 6, il est là, il lève le bâton, il rentre dans les pattes des défenseurs, sort avec le puck, fait des spinoramas, revient sur lui-même, il crée des jeux, puis jamais battu pour autant. Tout à l'heure donné le deuxième effort, puis ça rapporte parce qu'on le voit très bien sur la glace. Puis je pense que les gars ont l'air d'apprécier aussi parce que je vois souvent dans mes médias sociaux des gars comme Chabot avec lui, des gars comme Norris avec lui, puis il l'appelle Enzo, puis ça a l'air d'être un bon coéquipier aussi. Hein. Ouais, il a déjà fait partie de l'organisation, fait que c'est pas surprenant que des joueurs comme Chabot, justement, soient déjà habitués de jouer avec lui. Très d'accord avec ton choix, mon Jeff. Ouais, puis je pense que justement, tu parlais de lui avec McDavid. Peut-être qu'il jouer dans un rôle de troisième ligne, c'est une bonne chose pour lui. D'avoir peut-être un petit peu moins de temps de glace, un petit peu moins de responsabilité. Il peut démontrer plus des belles choses plus longtemps dans chaque match, être un joueur plus constant. Selon moi, c'est quelque chose qui a pu quand même beaucoup aider. Mais maintenant, JF, on va passer au joueur qui a été le joueur plus discret pour les Sénateurs en 16 parties. J'étais vraiment pas bien dans ma peau. Hey, je me suis dit, coudonc, ça peut être pas mal n'importe qui, là.
La liste est longue. Mention honorable, là, Josh Brown. C'est ce gars-là, à un moment donné, il est défenseur, puis il est rendu attaquant en position défensive. Qu'est-ce que tu fais? Del Zotto, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait qu'une puck. Je te dis, j'ai eu un méchant malaise. Même, j'ai pensé à Dorion. Mais ça, c'est un autre sujet. Je pense que ces gars-là sont pas assez discrets. Là, j'ai fini par prendre Tim Stützle. Puis je sais qu'il a 19 ans, mais il n'est pas capable de closer. Il n'est pas capable de finir. Il manque de finish. Puis tu sais, c'est un gars qui est flash, là. Tu sais, genre à la Patrick Kane, tu sais, là. Moi, quand il y a la puck sur le bord de la bande, il y a un gars qui s'en vient, là, il fait tout le temps un petit move, là, puis il ralentit le jeu. Il n'y a pas grand gars qui sont capables de faire ça. Puis ce que j'ai remarqué, je suis allé chercher un petit peu dans les statistiques, 71% de sa production, c'est en supériorité numérique. Puis moi, tout ça, ça veut tout dire. Ça veut dire que avec les gars qui jouent à 5 contre 5, c'est lui qui est censé driver le jeu. Mais il a 19 ans. Fait que ça, il prend quelqu'un pour l'aider. Là. C'est pas Nick Paul. Là. C'est pas Colin White. Puis Shane Pinto, ben écoute, je suis pas sûr encore. Là, je sais que DJ Smith, il l'a mis au centre, en pratique. Ça va-tu débloquer? Je pense pas. Je pense que ce gars-là, il a vraiment besoin d'un vraiment un bon joueur pour l'aider à se débloquer, pour pas se sentir seul sa patinoire. T'sais, on l'aime tout, Connor Brown. Là. Mais Connor Brown, c'est pas un joueur offensif à débloquer Tim Stützle. Nick Paul, non, ça ne l'est pas. Puis, tu sais, je suis pas un des gars qui va dire envoyer-les dans la Ligue américaine. Je pense pas que ça va l'aider. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'un move soit fait. Il faut que Tim Stützle joue soit avec Josh Norris ou il faut qu'il joue avec quelqu'un d'autre. Il peut pas jouer tout seul. D'après moi, c'est là qu'il y a le problème. On va poser la question tout à l'heure à Nicolas Saint-Pierre. Toi, JF, est-ce que tu envoies Tim Stützle à Belleville pour reprendre confiance ou tu continues d'espérer que ça s'améliore? Je suis pas rendu là encore. Je me dis à un moment donné, au hockey, il y a souvent des mauvaises passes. Mais là, c'est une mauvaise passe qui commence à durer, qui commence à faire son temps. Mais tu sais, si on se rend à 40 games, puis ça n'a pas débloqué, ben là, faut qu'il y ait une action qui soit prise. Là. Tu peux pas juste laisser le kid comme ça. Là. Il a 19 ans. Il faut qu'il se développe. Il faut qu'il joue avec des bons joueurs. C'est bien beau créer de la magie, mais quand tu as créé tout seul, puis tu fais des turnovers, puis tu perds la game, c'est moins hot. Là. À un moment donné, lui, ça doit jouer dans sa tête, veut pas. T'sais, on parle de jeunes qui vont moins bien cette année, on parle de Caulfield, mais on peut regarder le premier choix au repêchage de l'année de Stützle. Alexis Lafrenière aux Rangers, ça va pas mieux pour lui, là. Je pense que c'est un point. Puis dans une bonne équipe. Puis dans une bonne équipe gagnante en plus, pas une équipe perdante. Puis je pense que c'est 5 points cette année, ça va pas dire mieux pour le premier choix au repêchage. Puis lui, en plus, il a l'entité d'être le premier choix au repêchage de cet encamp-là. Ouais. Fait qu'il y a encore une autre pression supplémentaire. Puis il joue dans un marché. Puis il est à New York. Ouais, c'est ça, à New York, ouais. Dans la Big Apple. Fait que laissons-nous le temps à ce studio-là. Oui, on veut qu'il soit bon, puis oui, c'est une vedette montante, puis ça va devenir un joueur électrisant pour les Sens. Il s'agit d'être patient, puis de l'encourager le plus possible, puis de le mettre dans des bonnes circonstances, puis ça va finir par rentrer. Moi, je suis pas inquiète de ça, parce que, comme tu as dit, Pascal, les chances sont là, puis c'est pas parce qu'il essaye pas, là. Exactement, c'est un joueur qui est encore très jeune, puis je pense que il se fait donner quand même pas pire de pression par les fans des Sens. Comme Pascal, tu disais, si on regarde dans 3 ans, c'est le seul joueur qui, selon moi, a le potentiel d'être une star dans cette équipe-là, d'être vraiment une superstar, qui est quelque chose qu'on en a souvent parlé, qui manque aux Sens. Donc c'est pour ça qu'on y met quand même de la pression, on veut le voir performer, mais il faut clairement y laisser du temps, puis je pense que la perte de Shane Pinto, ça l'a pas aidé. Mais là, j'ai une question justement pour JF. Si on continue sur le trio Stützle, Pinto, à droite, on a Connor Brown. J'en ai pas beaucoup entendu parler cette saison. Selon moi, il a été un joueur assez discret aussi. Qu'est-ce que t'en penses, JF? Ça, je suis bien d'accord avec toi. Dans le fond, je l'avais mis dans le même plat, disons, là. Mais Stützle, je sais pas si c'est moi qui est comme un fan de Stützle ou ce qu'il veut qu'il produit plus. Fait que c'est tout bien moi qui tombe dans le jugement, mais moi, j'ai toujours dit que Connor Brown, c'est un gars de 3e trio. Il peut remplacer au 2e trio, mais il ne peut pas jouer à temps plein au 2e trio. Ça, c'est mon opinion à moi. T'sais, c'est sûr que là, on regardait le World Championship, puis il était parti fou, puis mon Dieu, Connor Brown, puis tout le monde
parfait. C'était une anomalie l'année passée. Là. C'est ça, mais tu sais, il faut être réaliste à un moment donné. Là, Comme Battersby, je ne m'attends pas à ce qu'il compte 40 buts. À un moment donné, il faut être réaliste. Il va probablement compter 30. Mais Connor Brown, il faut être réaliste. C'est un gars de troisième trio. Un excellent gars de troisième trio qui peut remplacer sur le deuxième. Comme Nick Paul. Nick Paul, c'est un gars de troisième trio qui peut remplacer sur le deuxième. Remplacer, c'est le bon mot. Fait, comment si tu veux que Tim Stutzla sorte de tout ça? Il ne peut pas charrier. Là. C'est pas Sidney Crosby, c'est pas Connor McDavid. C'est Crosby, il charriait Pascal Dupuis, là, je ne sais pas comment d'années. Stutzla, il ne peut pas faire ça. Je ne crois pas. C'est sûr, il a 19 ans, mais il faut quand même penser au futur. Mais il faut que le futur, faut qu'il vienne des bons joueurs avec Stutzla. Puis Connor Brown, je pense qu'on serait plus impressionné de lui en ce moment si il n'avait pas été aussi fort l'année passée. Je pense que personne s'attendait à ça. Il a battu le record de buts dans des matchs consécutifs de l'histoire de l'organisation des Sens, ce qui est quand même un accomplissement incroyable. Ce qu'on n'avait jamais vu venir. Là. Il est passé de méga surprise. Si on avait fait le même exercice l'année passée, probablement que Connor Brown, ça aurait été notre surprise de l'année. Ouais. C'est dur de suivre une deuxième année. Là. Moi, je vais comme faire l'avocat du diable par rapport à ça. Là. Moi, je suis un grand fan de Connor Brown pour tout ce que le joueur il est. Là, on y a mis un chapeau d'être un producteur offensif, mais Connor Brown n'est pas un producteur offensif. À Toronto, il y avait un rôle justement de troisième trio, puis c'était des grosses saisons. Dans ses meilleures saisons, c'était 25-30 points. Là, il est arrivé à Ottawa, il est arrivé sur un deuxième trio, il avait plus de temps de glace, on lui a donné des responsabilités. Là, il y a eu une saison de 21 buts l'année passée. Fait que là, on lui a donné un chapeau de hey, là, t'es sur notre top 6, faut que tu nous produises des points. Au final, Connor Brown, c'est pas ça son rôle. Son rôle de Connor Brown, c'est être un joueur complet que DJ Smith peut mettre dans n'importe quelle sphère de la game. Connor Brown, là, c'est le gars que tu mets en désavantage numérique. Il peut pallier en avantage numérique. Tu peux le mettre en fin de game. Il peut même prendre des mises en jeu. C'est un joueur complet. Mais là, arrêtez de penser qu'il va remplir le net à tous les games, puis ça va être du 60-70 points par année. Connor Brown, au gros max, ça va jouer entre 35 et 45 points par année, puis ça va être très bon pour lui, là, mais c'est ça. C'est un joueur de troisième trio, de luxe, puis moi, je l'apprécie comme joueur, puis je le trouve très important dans l'organisation. Ouais, je suis très d'accord avec ça. Je pense qu'on y met trop de pression de produire offensivement parce qu'il est sur le deuxième trio. Mais tout ce qu'il fait de bien, comme enlever la rondelle. Il était dans le top 5 des joueurs l'année passée pour enlever la rondelle. Il fait extrêmement bien cette saison. Juste arriver derrière le gars, lever son bâton, partir de l'autre bord, créer des revirements. Je le vois pas faire aucune erreur défensivement. C'est un gars qui est extrêmement responsable dans sa propre zone. Puis il donne le maximum d'énergie à chaque shift. C'est, comme tu dis, c'est un joueur de troisième trio, puis c'est trois choses que tu peux pas demander mieux pour un gars comme Connor Brown. Jean-François, en terminant, moi j'ai une question à te poser. Là, tu nous as nommé ton étoile, ton joueur discret, puis ta surprise dans les 16 premiers matchs. Si on te repose la même question dans les 20 prochains matchs, on va tomber à 36. Qui tu veux voir être ton étoile, qui tu veux voir être ta surprise et qui tu veux voir être ton discret? Joueur étoile, j'aimerais ça que ça soit Thomas Chabot. Il joue super bien, Thomas Chabot, mais tu sais, les défenseurs ne font pas de points. On dit, je sais pas pourquoi, mais ça marche juste pas ce côté-là. Fait que j'espère qu'il peut au moins trouver un petit peu plus son côté offensif, surtout sur le power play. Joueur surprise, Matt Murray. J'aimerais ça qu'il sorte et qu'il nous sorte de là. OK. Ça prend quelqu'un, puis Gustafsson, il goal super bien, là, on n'a rien enlevé. Mais tu sais, Matt Murray, il est payé pour arrêter des pucks. Il est payé de la gros moula, là, fait que c'est le temps que ça sorte. Ça causerait des problèmes que Matt Murray devienne. Ça serait une bonne chose. Parce que là, on fait quoi avec Gus, tu sais? Ça causerait des problèmes quasiment. On espère quasiment que ça n'arrive pas. Ce qui est plate avec Murray, c'est que ça dépend tout de sa santé. Malheureusement, il n'est pas capable de rester sur la glace plus longtemps qu'une couple de matchs. Puis le joueur discret, je sais pas, j'aime tout bien mieux pas me prononcer. On va pas nous jinxer. Mais tu sais, peut-être un joueur que tu penses qu'ils vont peut-être avoir un creux de vague. Là. Il va comme tomber dans un creux de vague parce que là, il est sur un high, puis là, il va peut-être bien pogner un petit pic là, durant le temps des fêtes. Là. Je sais pas, je veux pas amener de négativité, j'essaie de penser. Ah, c'est bon ça. Écoute, je pourrais tout bien dire à Artem Zub. J'y ai pensé aussi. Ce gars-là fait trop les bonnes choses. On est dans une mauvaise passe défensivement, puis lui puis Chabot.
Les autres, là, on peut... c'est sûr, Lassie Thompson est arrivé, puis il a joué juste une coupe de match. Là, c'est dur d'évaluer quelqu'un sur une coupe de match. Mais je ne sais pas si Artem Zub est capable de continuer sur 82 parties. J'ai hâte de voir. Je suis d'accord avec ce choix-là aussi parce que en ce moment, DJ Smith, il sépare quand même beaucoup de Chabot. Fait que, est-ce qu'il va continuer de bien performer? Est-ce qu'il va continuer des aussi bonnes performances sans le défenseur numéro 1 de l'équipe? Ça va être intéressant de voir sa production. Bon, ben, merci JF. Je pense que c'est un segment que bien hâte de voir tes 3 choix dans le prochain épisode. Yes, je vais vous apporter ça. Merci, JF, d'être venu. Avec plaisir, puis merci encore pour votre bon travail. Moi, j'écoute à chaque épisode qui sort, fait que lâchez pas les boys, on vous apprécie énormément. Dans un instant, on reçoit la voix de Unique FM, Nicolas Saint-Pierre. On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son 6e attaquant. Pour le 3e segment de l'épisode, on est accompagné de la voix du 94.5 Unique FM, Nicolas Saint-Pierre. Nicolas, re-bienvenue à la brigade. 2e apparition pour toi. Oui, tout à fait. Là, je commence à être un habitué. Merci de m'accueillir, les gars. C'est toujours apprécié. Exactement. Donc, pour commencer, je pense qu'avant de parler du numéro 11, probablement le meilleur joueur de l'histoire des Sénateurs, je pense qu'on va parler de l'équipe en ce moment, qui ont commencé la saison avec une fiche de 4, 11 et 1. Peut-être un petit peu décevant avec ce qu'on s'attendait cet été, mais toi, qu'est-ce que tu penses de la performance de l'équipe jusqu'à maintenant cette saison? Ben, c'est décevant, effectivement. Puis il faut garder en considération, effectivement, qu'il y a des blessés, puis il y a des impondérables, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Mais reste que c'est une ligue de résultats, puis les résultats ne sont pas là. Alors, il y a encore des questionnements qui demandent des réponses. On ne les a pas. Je garde espoir. Je garde espoir que cette équipe-là va se redresser puis va retrouver une certaine régularité au niveau des victoires. Mais pour l'instant, à ce stade-ci de la saison, je pense qu'effectivement, pas seulement moi, mais les partisans, les observateurs peuvent être déçus de ce qu'on retrouve, d'où on retrouve plutôt les Sénateurs au classement. C'est surtout décevant dans le sens qu'on réussit à marquer 4 à 5 buts par match en moyenne, puis on réussit à perdre des matchs comme hier soir, en date du 23 novembre. Là. Hier soir, les Sénateurs jouaient contre l'Avalanche du Colorado. Puis on a marqué 5 buts, puis on réussit à perdre 7-5 le match. C'est ça qui est un peu frustrant. Là. Ouais, puis dans la normalité, on s'entend quand tu marques 5 buts en Ligue nationale de hockey, c'est parce que d'habitude, tu devrais l'emporter. Puis ce qu'on a retenu surtout de ce match-là, il y a du positif, là, c'est pas tout du négatif, mais l'incapacité de protéger une victoire, des petites erreurs coûteuses. Comme DJ Smith l'a dit, on est enfin à moins de 2 minutes de la fin du match, puis on a la victoire au bout des doigts. Une déconcentration, je ne sais pas, mais il reste qu'il y a des erreurs qui se font qui ne devraient pas être commises à ce date-ci. Puis malheureusement, on vit avec en ce moment. Je pense que le dernier épisode, on a passé à peu près une demi-heure à parler de la situation défensive des Sénateurs et comment c'était très désastreux en ce moment, à part Chabot et Zub. Fait que je pense que si vite fait, tu pouvais nous donner peut-être ce que tu penses serait la solution défensivement pour les Sens pour nous aider à court terme et à long terme. On souhaitait tous qu'il y ait une certaine une transaction qui soit effectuée pour venir aider justement à améliorer cette équipe-là rapidement. Or, on doit comprendre que soit on n'est pas en mesure d'effectuer une transaction parce qu'on ne trouve pas avec une personne avec qui danser ou le moment n'est pas nécessairement propice pour ça. Alors, la deuxième solution, c'est de trouver à l'interne, justement, des solutions. Puis je pense qu'on l'a trouvé avec Lassie Thompson. Ça, ce que je regrette dans ça, c'est qu'on a attendu, encore une fois, de se retrouver acculé au pied du mur pour prendre la décision de faire monter un Lassie Thompson qu'on voit déjà qu'il est mûr pour la Ligue nationale de hockey. Et je me demande dans la tête de ces jeunes-là, je vais prendre l'exemple de Brandstrom également, qui est blessé en ce moment, mais qui aurait dû être appelé bien avant ça. C'est que quand on parle de bien faire grandir des jeunes, puis de les garder en confiance, il y en a qui disent les rappeler trop rapidement, ça va peut-être les brûler, mais de ne pas les rappeler puis de les faire croupir dans les bas-fonds, plutôt dans la Ligue américaine, ça aussi, ça doit être dur pour le mental et pour la confiance. Alors, c'est peut-être ça que je regrette du côté décisionnel, mais de voir maintenant un Lassie Thompson arriver, ça me dit que effectivement, ce qu'on nous avait donné, ce qu'on nous avait vendu, c'est ce qu'on a en ce moment avec Lassie Thompson, mais j'aimerais quand même que la direction puis le côté décisionnel n'attendent pas justement de se retrouver justement dans une situation précaire pour prendre des décisions comme celle-là. Alors maintenant, où on en est, je pense que la place doit être aux jeunes, puis la place à un Lassie Thompson jusqu'à temps qu'il se pète les dents.
Puis pour l'instant, je pense que c'est très positif. Parce qu'on s'en avait parlé un peu, Nicolas, dans ton émission dans le vestiaire, mercredi passé, si je me souviens bien. On dirait que l'organisation répète les mêmes erreurs que l'année passée. L'année passée, en début d'année, on avait des Goodbranson, on avait du Coburn, puis là encore cette année, c'est des Del Zotto, c'est des Josh Brown, c'est des... Fait que on dirait que c'est les mêmes erreurs depuis 2 ans. Est où la compréhension dans tout ça? Là, il faut se tourner du côté du coach. Là. Puis je veux dire, est-ce qu'on a appris de nos erreurs? On doit dire probablement pas. Puis c'est ce que je regrette également. Puis tu as bien raison, c'est un excellent point. Ce qui a été commis, on ne semble pas avoir appris de ça. Puis on a encore une fois cette idée de prioriser puis de protéger d'une certaine façon les vétérans, cette fameuse loi non écrite. Je comprends le lien que DJ Smith va avoir avec son vestiaire et avec ces joueurs-là. Mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. Puis il y a des joueurs là-dedans qui ne font pas partie de l'équation pour l'avenir, mais qui sont inclus parce qu'effectivement, on veut protéger des joueurs X puis des vétérans avec une certaine notoriété. Pour moi, c'est du passé. Ça ne devrait même pas être dans l'équation, mais on se retrouve encore une fois avec ça. Alors, j'espère que si on l'a commise pour une 2e année de suite, ça ne se passera pas pour l'an prochain. Puis effectivement, on va revenir sur ce que je viens de dire précédemment. On va apprendre de nos erreurs, des choses à ne pas refaire pour un club qui est dans la situation dans laquelle on retrouve les Sénateurs. On peut probablement blâmer aussi, veut pas le DG, parce que c'est aussi le DG qui a fait la même erreur 2 années de suite. Je pense que l'idée est bonne. L'idée de base d'aller chercher des vétérans qui ont connu un certain succès, venir entourer ta jeune brigade défensive, l'idée est peut-être bonne, mais les choix sont ordinaires. Les choix des personnes. Si seulement les vétérans joueraient du bon hockey, là, ça serait compréhensif. Mais là, c'est tout le contraire. C'est les vétérans qui... Est-ce qu'on est un marché qui est capable d'attirer des bons vétérans? Pascal, tu as un bon point, ça aussi. Ottawa attire-t-il des gros noms? Je pense que non. Je pense qu'on n'est pas rendu là. La victoire fait foi de tout. Quand cette équipe-là va se retrouver dans le top, ça sera moins difficile de convaincre des vétérans. Mais en ce moment, les Sénateurs doivent payer un petit peu plus, même des fois beaucoup plus que d'autres formations pour justement attirer des noms. Puis le dernier exemple, ou le meilleur exemple à qui je pense en ce moment, c'est Del Zotto. Trouvez-moi un observateur quiconque au début de la saison qui me disait que Del Zotto était une bonne acquisition, que c'est un joueur qui allait se greffer dans le top 4 puis qui allait avoir du succès incroyable. Tout le monde disait que ouf, on vient de payer cher. 2 ans à part de ça pour un bonhomme qui va faire partie des joueurs de profondeur. Sur du temps emprunté. Puis force est d'admettre qu'on avait raison à ce niveau-là, sur du temps emprunté, effectivement. Je me demande effectivement si ce n'était des Sénateurs, si Del Zotto serait encore en Ligue nationale de hockey. Rien pour enlever au monsieur, là. Mais je pense qu'il y en a plus de fait qu'il en reste à faire. Ce qu'on voyait dans les derniers matchs, c'est qu'un joueur comme Lassie Thompson, qui a joué 0 match dans la LNH, avait l'air d'avoir plus d'expérience que Del Zotto, qui en a joué 750. C'est sûr qu'il amène de l'expérience puis du bon leadership dans la chambre, sauf que sur la glace, c'est des erreurs défensives qui nous coûtent très souvent. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on n'a pas le choix de se tourner vers notre jeunesse. Et tant qu'à avoir des erreurs, j'aime autant que ça soit fait par des jeunes que par des plus vieux. On s'entend, là. Je veux dire, si vous voulez justement donner du millage, vivez avec les erreurs, mais s'il vous plaît, vivez avec les erreurs des jeunes. Malheureusement, on a dû attendre près de 20 matchs pour se rendre compte qu'on était dans le champ à ce moment-là. Puis là, parlant de se tourner vers la jeunesse des Sénateurs, je voudrais parler, avant d'entrer dans le vif du sujet, de Tim Stützle, qui est beaucoup dans les conversations en ce moment. En 16 matchs, il y a 1 but et 6 passes. Ce qui est quand même décevant. 7 points pour le moment cette saison, qui est une déception pour certains fans des Sens. Il y en a même certains qui pensent qu'il devrait faire un petit tour à Belleville pour acquérir plus de confiance, un peu comme Cole Caulfield. Qu'est-ce que tu en penses de l'envoyer avec les Sénateurs de Belleville? Pas d'accord avec le renvoi dans la Ligue américaine, mais peut-être qu'effectivement, après les fêtes, après une certaine portion, après avoir passé la moitié, on pourrait peut-être repasser ça s'il demeure encore une fois à ce stade-ci de sa production. Mais je pense qu'encore une fois, dans le cas de Stützle, est-ce qu'on doit peut-être penser à la composition de la ligne avec laquelle il fait affaire? Est-ce qu'il profiterait de pouvoir jouer sur une véritable ligne numéro 2? Je pense que oui. Rien pour enlever au Nick Paul puis au Brown de ce monde.
mais reste que je pense que la qualité aussi fait défaut. D'un autre côté, ce qu'on a vu ce matin, on est le 23, il y avait entraînement en préparation du match contre San Jose, c'est que DJ Smith a pris la décision de le muter au centre et de renvoyer Paul à l'aile gauche. Je comprends qu'il y avait un débat à savoir si tout ça était un joueur de centre ou pas dans la Ligue nationale de hockey. Il y a certaines équipes qui le voyaient comme un ailier, d'autres qui le voyaient peut-être comme un centre potentiel. Je pense que les Sénateurs étaient sur la clôture à ce niveau-là. On voulait, si on devait lui donner une chance au centre, lui donner le temps justement de s'acclimater à la Ligue nationale de hockey. Avec la situation dans laquelle on se retrouve, c'est-à-dire un manque de profondeur au centre, ça provoque des choses. Mais je fais partie de ceux et celles qui disent que, écoutez, on ne saura jamais si on ne lui donne pas une véritable chance. Alors maintenant, il l'a devant lui et j'ai hâte de voir comment il va se comporter. Après l'entraînement, il aimait le fait d'avoir la rondelle pour la sortie de zone, le breakout, et de pouvoir mieux contrôler le jeu. C'est tout simplement ça. J'ai hâte, j'espère, qu'il aura du succès à ce niveau-là. C'est sûr que la confiance doit traîner de la patte un peu, mais je ne baisserai vraiment pas les bras sur ce qu'il fait en général. Oui, il y a des erreurs. Oui, il y a des choses qu'il ne faut pas répéter, mais reste que le bonhomme crée des chances. Puis, il me semble qu'il demeure toujours un joueur électrisant. Ça va venir à un moment donné. C'est pas un joueur effacé, là. C'est juste simplement de s'accrocher à l'espoir. Non, c'est pas un joueur effacé, là. Mais n'oublions pas une chose, c'est qu'avant qu'il soit atteint de la COVID, on avait amené Batterson avec Stützle. Puis pour moi, j'aime cette combinaison-là. Je trouve que ces deux joueurs-là se complètent. J'aurais aimé en voir un petit peu plus. Malheureusement, la COVID est venue frapper, là, mais à son retour, j'espère qu'on va revenir avec un Batterson, puis on va tenter l'essai avec Stützle au centre, puis Batterson à l'aile. Puis sérieusement, dans le contexte, on pense plus à un duo qu'à un trio. Ça pourrait faire des flamèches, puis faut juste être patient. Mais le potentiel est là. Mais en ce moment, l'équipe, ça va vraiment pas bien. Fait que je pense qu'essayer des nouvelles lignes comme ça pourrait fonctionner. Mais je pense qu'on pourrait mettre Batterson avec Stützle, mais ce que je veux pas séparer, moi, c'est Norris et Tkachuk. C'est des gars qui sont amis. Ça fait des années. Ils se connaissent depuis les tournois quand ils étaient plus jeunes. Je pense qu'ils ont une bonne chimie. C'est un bon duo. Ils se complètent bien. Je sais pas si je voudrais nécessairement les séparer. Mais Philippe, au-delà de l'amitié, tout ça, je pense que c'est le style qu'on doit reconnaître. Puis je pense qu'effectivement, c'est un meilleur match entre Norris puis Tkachuk qu'avec Stützle. Mais encore une fois, c'est seulement l'avenir qui va nous garantir ça. Puis on est en train de tout regarder ces trios-là, puis de remanier tout ça pour essayer de compenser au vrai problème qui est la défensive. Au moins, on semble avoir réglé un problème, c'est-à-dire devant les filets. Puis, je veux dire, pour moi, c'est Gustafsson. Puis, Gustafsson amène une certaine régularité. J'espère qu'on ne recommencera pas le débat à savoir qui part entre Forsberg puis Gustafsson. Je comprends que Murray, c'est le gardien numéro 1. On est pris avec, pour un certain nombre d'années, avec un gros salaire. Si on a un choix à faire entre Murray et avec Gustafsson, ça, je peux le comprendre. Mais que Forsberg soit encore dans l'équation pour décider qui sera le gardien, pour moi, ça ne fait aucun sens. Je comprends encore une fois qu'on doit respecter ce qu'il nous a donné l'an dernier, mais doit-on rappeler aux gens dans quelles circonstances il a été amené ici à travers le ballottage? Puis on donnait pas cher de la peau d'un Forsberg, on disait tous qu'il allait faire que passer ici. Alors, il est toujours là. C'était sa quatrième équipe dans l'année, je pense. Oui, c'est ça. Alors, que DJ Smith, encore une fois, nous dise là, on va décider, envoie donc. Pour moi, ça revenait encore à ce que je disais précédemment. Je veux dire, cette fameuse loi non écrite où on doit protéger puis encore une fois donner une certaine latitude aux vétérans. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Mais Gustafsson, j'aime ce qu'il a donné. Puis, j'espère, en attendant le retour d'un Murray, que ce soit lui avec qui on va donner confiance. Puis, encore là, un 2-en-2, pas de problème. Le gars est jeune, il a joué dans la Ligue américaine. La saison est encore... Gustafsson. Je sais pas si parce que c'est Pascal Leclerc qui parlait dans un autre podcast qui disait « Hey, on en a gaulé des games, nous autres, une après l'autre. Là. On a gaulé des saisons de 70, 72 games. Là. Je veux dire... On dirait tellement que c'est... Il y a de l'énergie en masse, c'est pas inquiétant. On fait tellement un gros cas de cette affaire-là, d'un gros plat. Faut faire attention, une petite grippe. Non, comment? Les gars, ils en ont déjà vu. D'où ce qu'ils viennent, puis ils en ont vu d'autres, des affaires de même. Fait que même si c'est la Ligue nationale de hockey, je serais à preuve du contraire. Je serais Gustafsson ait la langue à terre et dit « Je suis plus capable ». OK, là, je peux comprendre. Mais pour l'instant, mon homme, lâche-toi là.
Maintenant, je pense qu'on a fini de vous faire attendre. On va rentrer dans le vif du sujet. Épisode 11 pour le numéro 11, Daniel Alfredson. En commençant, Nicolas, est-ce que tu as une anecdote que tu pourrais nous raconter sur Alfie? Une anecdote, une chose qui ressort, c'est une chose que je dois peut-être retenir ou un mot qui pourrait décrire peut-être Daniel Alfredson lors de son règne comme capitaine, ça a été l'honnêteté. C'est pas un gars qui s'est caché bien puis qui a utilisé la langue de bois. Puis quand c'est le temps de dire les vraies affaires, c'est jamais gêné. Et pour peut-être entériner ce que je viens de dire, une chose que je retiens, un événement, c'est lors des séries, les deuxièmes contre les Penguins de Pittsburgh. Malheureusement, j'ai pas l'année, mais l'équipe vient de perdre un match à Ottawa, tire derrière dans la série 1-3. Puis un journaliste lui demande, j'étais à côté, puis tout le monde se regardait en disant « What? Qu'est-ce qu'il vient de dire là? » On lui pose la question, est-ce que vous pensez être en mesure d'être capable de renverser la vapeur puis de revenir dans cette série-là? Du tac au tac, Alfredson a dit « Non, je pense pas. » Probably not. Puis là, ça a été comme... Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Je veux juste être sûr que, non, ça ne marchera pas. Alors, pour moi, ça a été ça. C'est pas un gars qui s'est caché. C'est un gars honnête. C'est un gars authentique. Puis qui était rassembleur, par exemple, qui a été apprécié de tout le monde qui est passé là. Puis qui avait une façon, justement, de rentrer un nouveau ou un jeune dans la formation. Puis, Daniel Alfredson, vous avez sûrement entendu parler de l'histoire du fameux Keep Away, ce jeu-là qu'il faisait après chaque entraînement, c'est-à-dire prendre la rondelle puis la protéger puis jouer dans un espace restreint. Il invitait des gars à venir puis essayer d'y enlever. Puis souvent, Alfredson gardait toujours la rondelle pour la séance. Mais c'était sa façon peut-être de dire la bienvenue à certains, puis il ne gênait pas justement pour dire « Hey, le kid, viens ici. » Alors, pour moi, ça a été ça. Son règne a été un règne énorme, puis qui a amené une certaine crédibilité, je pense, du sérieux à cette formation-là. Pas qu'il n'y en avait pas, mais il me semble qu'on est passé à une échelon supérieur avec Daniel Alfredson. Puis, tout comme c'est 99,9% de ses coéquipiers, je peux dire que j'ai apprécié justement pouvoir discuter avec Daniel Alfredson. À tous les jours, on en apprenait un petit peu plus, puis on aimait justement discuter avec ce monsieur-là. Alors, certainement quelques histoires qui ont retenu mon petit passage à la couverture de M. Daniel Alfredson. Je pense que Daniel, maintenant, est dans la liste un peu à toutes les années des joueurs qui peuvent être votés pour être ajoutés au Temple de la renommée. Penses-tu que malgré le petit marché qui est Ottawa, puis un peu le manque de hype qu'il y a autour de lui, qu'on va finir par réussir à le faire voter puis l'amener là? Non seulement j'y pense, mais j'y crois, puis j'y crois plus fermement que jamais. La seule chose qui joue contre Daniel Alfredson, c'est justement le marché dans lequel il a évolué. Puis je pense qu'on se cachera pas, on s'en cachera pas. Je veux dire, derrière des portes closes, dans le comité de sélection, il y a un certain niveau de politique qui se fait. Puis écoute, on doit respecter ça dans le processus, mais reste que le débat ne devrait même pas avoir lieu. Les chiffres sont là. Je comprends qu'il n'y a pas de Coupe Stanley, mais on parle du temple du hockey. On parle pas du temple de la Ligue nationale de hockey. À l'international, Daniel Alfredson a tout fait, a tout gagné, a été un leader incontesté pour la Suède. Je pense que l'ensemble de son œuvre mérite effectivement sa place au temple de la renommée. Quand? Là, je ne le sais pas, mais à un moment donné, il faudrait que ce soit plus tôt que tard, puis qu'on arrête d'allonger ça, parce que le bonhomme, là, je veux dire, mérite ce respect-là, même s'il n'a pas fait partie des grosses organisations, puis même s'il n'a pas joué pour l'ennemi, c'est-à-dire Toronto. Parce que moi, vous dire une affaire, s'il avait joué pour Toronto, ça fait longtemps qu'il serait là. On l'aurait été avant qu'il prenne sa retraite. Puis tu sais, je veux dire, sans rien enlever là, à d'autres candidats là, comme les frères Sedin, que tout le monde les voit comme automatique. Puis écoute, la carrière de Daniel Alfredson était supérieure. Là. Je pense que dans toutes les années qu'il a joué, il y a 4 joueurs dans toutes ces années-là qui ont eu plus de points ou plus de buts que lui. Le gars était régulier comme une horloge suisse. Là. Je veux dire, c'est pratiquement un point par match là, qu'il a fait. Là. Puis il a fait les séries. Il a manqué les séries combien de fois là, sur une 15-17 ans? Là, pratiquement pas. Là. Non. Il y a tous les éléments, je vous dis, dans les standards qu'on se donne pour une sélection, je pense qu'il coche toutes les cases. Là, maintenant, il reste à savoir quand est-ce qu'on va trouver le consensus pour le faire entrer là. Je ne sais pas si avec le changement à la tête, M. Davidson, qu'on a annoncé qu'il avait quitté sa position là, comme président ou tête du comité de sélection avec l'arrivée de Mme Camille Granato, est-ce que ça va changer les choses? Je ne sais pas si une voix féminine va changer les choses pour Daniel Alfredson, mais peut-être changer un peu la soupe, brasser un peu la soupe pour pouvoir justement provoquer les choses. À un moment donné, il va falloir se rendre à la conclusion qu'effectivement, le numéro 11 doit être
dans la grosse maison du hockey. Si je peux en rajouter, là, pour le bien de la formation, là, ça serait le temps que le monde mette toute la gang, autant lui que le propriétaire, mettez de l'eau dans votre vin, ramenez Alfredson dans la direction, ramenez Alfredson au 2e étage, que ce soit dans un rôle d'ambassadeur ou quoi que ce soit. Commencez à piler par votre orgueil, faites vos pardons, faites vos excuses, mais pour le bien de cette franchise-là, pour le bien de ce marché-là, Daniel Alfredson doit être de retour dans la formation, dans un rôle qui reste à établir, je ne sais pas quoi, comment, là, mais ramenez-moi ça au plus sacrant. Parce que ça fait aucun sens qu'il soit ici en plus de ça. Il reste ici, il est impliqué dans le hockey mineur ici avec ses enfants. C'est incompréhensible. Ça ne fait aucun sens. Incompréhensible, comme tu l'as dit. Bon, fait que finalement, Nicolas, on a une question en moins à te poser parce que c'était une de nos questions, à savoir si tu voyais Alfredson de retour dans l'organisation, mais tu as répondu par toi-même. Big time, big time. Mais je pense que pour finir sur justement une note positive avec Alfredson, c'est quoi ton meilleur souvenir de Alfie, que ça soit sur ou hors de la glace? Et là, Nicolas, tu peux pas dire la cérémonie que tu as animée. J'ai déjà fait mon TikTok là-dessus. Ah non, mais la cérémonie a été incroyable. Mais je veux dire, pour meilleure histoire, la meilleure souvenir, c'est peut-être ça, justement. C'était la facilité qu'il avait d'intégrer tout le monde. Puis c'est un bonhomme que tu parlais aux joueurs de quatrième trio, aux joueurs de soutien qui venaient d'arriver, tout ça. Tout le monde s'en allait pour dire que Daniel Alfredson, c'était the guy. Pas nécessairement par ses paroles, juste par ses actions. Puis malheureusement, des leaders de cette trempe-là, écoutez, je ne suis pas dans tous les vestiaires de la Ligue nationale de hockey, mais il me semble que Daniel Alfredson avait cette aura-là. C'est que quand il arrivait quelque part, tu le sentais, tu le voyais, puis tout le monde voulait s'entourer, s'attacher à ce gars-là. Rassembleur. Rassembleur, oui, le mot est effectivement ça, rassembleur. Alors, pour moi, dans l'ensemble, c'est ça que j'ai retenu. Je veux dire, c'est que day in, day out, c'est un gars qui se présentait toujours. S'il n'y avait pas de demi-mesure, premier sur la glace, dernier sorti pour les entraînements, une machine de hockey qui ne vivait que pour son sport puis qui a très bien représenté justement le marché. Puis j'ai hâte de voir et je souhaite ardemment que l'arrivée d'un Brady Tkachuk comme nouveau capitaine, on va pouvoir justement se baser sur ce que Alfredson a fait, son héritage, pour peut-être justement passer à l'autre étape et voir un autre leader de cette trempe-là, Brady Tkachuk. Je me croise les doigts, ça prend une certaine dose, ça prend une personnalité spéciale pour se rendre là, à ce niveau-là. Mais, puis ça prend son temps, ça prend du temps. Parce que je sais pas, des fois, on a un peu le passé, on a un souvenir un peu rose des fois. Le plus beau souvenir qu'on a tous en commun d'Alfredson, c'est son but contre Buffalo quand il a marqué en prolongation pour nous rendre en finale de la Coupe Stanley. Mais, je sais pas si vous vous rappelez, l'année juste d'avant, il avait perdu encore, je crois que c'était en première ronde. C'était l'année que Dominique Hasek s'était blessé. Puis, sur le dernier but, dans le 7e match, Alfredson s'était fait contourner. Je me rappelle plus c'est qui avait compté. Ça, il jouait sur un power play, puis on l'avait mis à point. Il s'était fait compter, puis là, tout le monde avait dit pourquoi est-ce qu'il n'a pas plongé. À ce moment-là, Daniel Alfredson n'avait pas encore le hype qu'il avait, puis l'année d'après, tout ça pour dire que ça prend quelques années, faut vivre avec quelques frustrations. Puis je pense que présentement, là, c'est le genre de choses qu'on voit un peu avec Brady. On voit des choses qui nous laissent des belles choses à entrevoir, et quelques frustrations avec lesquelles il va falloir vivre. C'est un beau parallèle. Très beau parallèle. Moi qui n'ai jamais vraiment vu Alfredson, puis la plupart de son règne en tant que capitaine, j'espère voir une chose similaire avec Brady Tkachuk, puis le voir grandir dans l'organisation. C'est encore un joueur qui est très jeune. Fait que je pense qu'il faut lui laisser des chances, mais il est déjà assez bien parti. Je te dirais que tu arrives comme fan des Sénateurs, le bon timing est là. Tu vas voir la progression de ce programme-là, puis tu vas voir que dans une couple d'années, tu pourrais célébrer quelque chose de gros. Je veux pas dire quoi. À un moment donné, peut-être qu'on va pouvoir célébrer, mais pour pas donner malchance, on va juste dire qu'on va peut-être élever le gros trophée. Exactement. Je pense que mes souvenirs ont commencé en 2018, fait que c'était peut-être pas le meilleur moment de mes souvenirs en tant que fan des Sens, mais je pense qu'on a un bon futur, puis il va falloir espérer des belles choses. En tant que bon père de famille, j'ai expliqué, il faut que tu vives à travers les difficultés pour apprécier les bons moments. Faut que tu apprennes à perdre. Avant de gagner, il faut que tu apprennes à perdre. Il faut apprendre à perdre, alors après ça, ben. Je l'ai lancé partout dans le salon, ma casquette. Sur ces belles paroles, pour perdre, on apprend à perdre en ce moment même
assez très bien depuis 2-3 ans. On est tanné d'apprendre. Ouais, c'est ça. Là qu'on passe à l'autre niveau, c'est-à-dire les victoires morales, on en a soupé, là, puis là, maintenant, ben, qu'on engrange les 2 points de fois de temps en temps. Là. Ça fait une série de victoires. Bon, ben merci beaucoup d'être venu, Nicolas. Un énorme plaisir, les gars, sérieusement, n'importe quand, puis joyeux 11e épisode. Yes. Merci. Oui. On va surtout souhaiter, on va se croiser les doigts en tant que partisans, qu'on force la main aux dirigeants pour ramener le numéro 11 à un moment donné d'une certaine façon ou d'une autre. Numéro 11, les sénateurs, on enregistre pour le 11e épisode. Les sénateurs sont 4 victoires, 11 défaites. On aurait aimé que le 11 soit de l'autre côté, mais bon, écoute, fallait que ça donne à quelque part. Effectivement. Merci, Nicolas. Ça fait plaisir. C'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. On aimerait remercier Squirrel Noir pour la musique thème de La Brigade, Nicolas Saint-Pierre que vous avez pu entendre entre chaque segment et Pascal Villeneuve au montage. Si vous aimez ce que vous entendez, laissez-nous un review sur Apple Podcasts ou sur Facebook. Sinon, laissez-nous le savoir. On veut continuer à s'améliorer. On vous rappelle que les 82 matchs de la saison régulière des Sens seront disponibles sur les ondes du 94 Unique FM, avec Nicolas Saint-Pierre à la description et le coach Alain Sancartier à l'analyse. D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et maintenant TikTok. On s'en jase bientôt.